Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes tout bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo news et critique. Alors au programme, Obi-Wan épisode 4, Miss Marvel épisode 1. Je commenterai le fait qu'une suite à Joker 2 a été officialisée et quelques commentaires donc sur le fait que Neve Campbell quitte la franchise Scream. C'est parti. You were born what the feet would bring. I will tolerate your weakness. Alors Obi-Wan épisode 4, où on en est, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, depuis les épisodes 1, 2 et 3, je suis plutôt pris dans l'intrigue, dans la série. En partie, c'est vrai, donc pour le côté fanservice, nostalgie, référence par rapport à la prélogie, est-ce que deviendront Vador et Obi-Wan l'un pour l'autre dans la trilogie originale? Eh bien écoutez, laissez-moi vous dire que cet épisode 4, il m'a plu, voilà. Même au niveau de la mise en scène, de la production design, donc des décors, voilà. Toutes ces scènes où Obi-Wan est infiltré dans cette base ennemie, dans les couloirs de cette base de l'Empire, avec la grande inquisitrice donc qui torture Leia pour tenter de lui extirper donc des informations par la force. J'ai adoré d'ailleurs l'épisode 4, donc cet épisode 4 est un immense hommage plus ou moins subtil à ce qu'est finalement Star Wars épisode 4 New Hope, voilà donc Obi-Wan qui se lance dans une mission de sauvetage pour secourir Leia qui elle ne veut pas avouer à la grande inquisitrice où se trouve cette base rebelle et qui est persuadée que quelqu'un va lui venir en aide. Évidemment c'est un immense hommage à l'épisode 4 New Hope, donc comme je le disais où Obi-Wan était embarqué avec Luke et Han à bord du Faucon Millennium donc pour aller sauver Leia à bord de l'Étoile de la Mort. Voilà, c'est vrai que déjà l'épisode 3, donc l'épisode précédent, était un immense hommage un petit peu caché à ce qu'était la revanche des Sith, voilà, avec le climax donc qui reprenait plan par plan en inversant les rôles le duel entre Obi-Wan et Anakin à la fin de l'épisode 3. Et bah c'est vrai que c'était épisode 4, voilà, finalement reprend assez finalement la trame scénaristique de New Hope. Ça ne me déplaît pas vraiment, donc c'est vrai qu'on a plus vraiment de référence, mais finalement c'est un immense hommage. Voilà, c'est de la nostalgie durant tout l'épisode. Voilà, c'est un hommage fanservice dans tout l'épisode et ça m'a vraiment plu. Et concernant la production design, c'est vrai que beaucoup par exemple avaient reproché que dès le début de la série, voilà, les décors étaient assez vides, qu'aux alentours il n'y avait pas grand chose à mettre sous la dent et que la mise en scène de Deborah Shaw, voilà, qui en officie une fois de plus donc sur cet épisode 4, c'était assez pauvre. Voilà, beaucoup avaient reproché à Deborah Shaw d'avoir manqué de grandiose et d'épique donc pour filmer le duel, le précédent duel entre Anakin et Obi-Wan, enfin entre Dark Vador et Obi-Wan à la fin de l'épisode 3. Ici il y a quand même plus d'ambition sur la mise en scène, plus d'ambition dans les décors. On a même l'impression d'être revenu dans l'épisode 4, vous savez, quand Obi-Wan ou même Luke, Han et Chewie sont dans les grands couloirs de l'Étoile de la Mort, ou quand même Rey est à bord de la base de Starkiller et qu'elle est dans les couloirs, etc. On a vraiment l'impression de retrouver donc ces couloirs de l'Étoile de la Mort, donc ça fait extrêmement plaisir. Quelques passages sympas, voilà, avec Obi-Wan donc qui combat des Stormtroopers avec son sabre laser. Voilà, on retrouve enfin le Jedi de l'épisode 4 tout simplement, voilà, quand il se bat avec Vador dans les couloirs de l'épisode 4. Bon, là c'est des Stormtroopers, mais bon, on reste sur le même niveau. Pareil, il y a une scène finale avec Vador, voilà, qui punit entre parenthèses la grande inquisitrice par la force, mais il sera molli assez vite. Voilà, et ça c'est déjà assez vite quand elle le convainc finalement qu'elle a mis un traceur dans le vaisseau avec lequel Obi-Wan, Leia et quelques rebelles se sont enfuis de cette base. Voilà, donc vraiment pour moi globalement un épisode 4 qui s'est amélioré, qui a corrigé même certains défauts des épisodes précédents. Voilà, donc on a moins de références et de fanservice, mais on a de la nostalgie et un hommage tout du long de l'épisode. Voilà, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et puis même je trouve que niveau scénario, voilà, le fait que une gamine, donc Leia, 10 ans, soit torturée par la grande inquisitrice par la force, bon évidemment c'est encore une fois c'est un hommage à cet épisode 4, mais j'ai trouvé quand même que niveau scénario c'était quand même quelque chose d'assez spécial. Voilà, on parle quand même d'une gamine de 10 ans qui se fait torturer par la force sans elle-même avoir pris conscience de ses pouvoirs, hein, mais évidemment puisque ça se passe bien des années avant que Luke ne lui dise dans le retour des Jedi. Donc ça m'a quand même assez surpris. Voilà, c'est quand même assez risqué, hein, ce genre de scénario. Voilà, une gamine quand même qui se fait torturer. Bon, ok, d'accord, si vous voulez, on part sur ça. Et ça marche plutôt bien, vraiment. Il y a même toute cette scène où elle est dans la pièce circulaire où la grande inquisitrice est sur le point de la torturer avec des instruments, un peu comme dans l'épisode 7, vous voyez,
voyez quand Kylo torturerait avec des appareils spéciaux, voilà, sur un espèce de fauteuil. Voilà, on est sur ce genre de truc là. Ça aurait pu être très risqué, mais ça fonctionne vraiment bien. On a quand même peur. Bon, on sait très bien qu'il ne va rien lui arriver au fond. On a quand même peur. Voilà, le scénario, la mise en scène est assez efficace pour nous faire croire qu'il peut potentiellement lui arriver quelque chose. Bon, évidemment, Obi-Wan arrive juste à temps, donc bon, évidemment, hein, on pouvait s'y attendre. Ils vont pas montrer une gamine de 10 ans, enfin ils vont pas montrer la princesse Leia qui n'est encore âgée que de 10 ans se faire torturer comme ça par une réalisatrice, mais quand même sur le coup on y croit quoi. Enfin je veux dire, le curseur du suspense est poussé jusqu'au bout. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc on est sur un scénario qui fonctionne bien, on est sur une réalisation, sur une mise en scène un petit peu plus élaborée, sur des décors plus sophistiqués. Voilà, de toute façon les bases de l'Empire, ça a toujours beaucoup de gueule, ça a toujours ça a toujours vraiment un style assez propre, assez épuré. Donc vraiment ça fonctionne très bien. L'épisode il est ni trop long ni trop court, voilà, il fonctionne bien. Et puis la fin elle est vraiment bien, voilà, quand les rebelles ils débarquent pour secourir Obi-Wan, Leia et l'espionne sous couverture, ça fonctionne très bien aussi. Donc oui, pour moi un épisode qui m'a plu, donc j'adhère toujours autant à l'intrigue de la série. Donc pour moi, Obi-Wan épisode 4 c'est validé. Miss Marvel épisode 1. Alors de base, donc cette mini-série donc, qui sera en 6 épisodes, qui a été créée par Bisha Kali avec Iman Vellani dans le rôle principal, et donc l'introduction de la première héroïne donc issue d'une culture musulmane. Donc déjà je trouve l'idée intéressante, et puis même je me suis laissé assez prendre par ce pilote. Voilà, donc cette héroïne donc de 15-16 ans qui est très fan donc de l'équipe donc des Avengers, et en particulier donc de l'héroïne Captain Marvel. Bon, on pense ce qu'on veut de l'héroïne et de son film Solo, dont d'ailleurs il y aura une suite, mais en tout cas j'ai vraiment adhéré à ce début de série. Voilà, donc j'ai adoré l'héroïne, je trouve que Iman Vellani donc la joue vraiment très bien, et puis je me suis retrouvé en fait en ce personnage, parce que à son âge c'est vrai que j'étais aussi un gros fanboy que ce soit de DC, de Marvel ou même d'autres sagas qui font l'événement ou qui créent voilà des événements pop culture geek. Voilà, donc je me suis totalement retrouvé dans cette héroïne là, et aussi son alchimie, voilà, son duo, son amitié avec Bruno, voilà, qui est la seule à la comprendre, voilà, quand elle s'évade dans son univers imaginatif à elle, avec sa passion pour Captain Marvel. D'ailleurs au début sur un ton Funko Pop, voilà, on nous introduit le fait que elle a suivi activement donc les événements donc, des derniers films Avengers, et même le Deus Ex Machina de Captain Marvel dans Endgame, voilà, et elle a même une chaîne YouTube dédiée à Captain Marvel. Attention, cette série est centrée donc sur une héroïne qui voit un culte à Captain Marvel. Donc de base on se dit ouais, qu'est-ce que ça peut être une série gamin d'adolescents? Bah finalement pas. Voilà, c'est en fait les adultes qui regarderont cette série, pour moi, pourront vraiment s'identifier. Même tous les jeunes en fait peuvent s'identifier à cette héroïne qui est elle-même une fanboy en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait beaucoup de jeunes de la nouvelle génération, même de l'ancienne, voilà, pourront se retrouver en cette jeune adolescente qui est en fait fan des conventions et de tout ce qui est événements pop culture geek, des films de super-héros, etc. Et ça j'ai vraiment aimé. Mais aussi c'est un épisode qui va vraiment dans la profondeur et qui nous explique donc certaines certaines règles de la culture musulmane. Alors moi je connais un petit peu ça parce qu'en fait une partie de ma famille est musulmane, voilà, et par exemple quand sa mère lui fait des réflexions sur le fait qu'elle veuille porter un cosplay Captain Marvel, mais que en raison de la culture juive et de ses règles, elles ne doivent pas porter une tenue trop alléchante au regard des autres, au regard du monde, parce que voilà, c'est une tenue moulante, etc., et qu'elle doit dissimuler son corps et ses formes quand elle sort en public. Bah moi j'ai un peu compris ce que ça signifiait, voilà, parce que du coup effectivement c'est comme ça que ça se passe en fait dans la religion musulmane, et aussi quand il y a du vocabulaire arabe, bah moi j'ai compris ce que ça veut dire. Donc c'est vrai que voilà, c'est ce qui se dit en tout cas concernant la culture musulmane, moi j'ai vraiment compris, et ça nous aide encore plus à nous attacher à l'héroïne en question, et ça c'était vraiment très bien. Je trouvais, comme je l'ai dit, donc son duo avec son ami Bruno, donc qui est joué par Matt Slings, j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, et même toute la partie à la fin, donc dans l'Avengers Com, voilà, quand elle est en tenue de Captain Marvel, etc., quand il y a plein de références à l'effigie des Avengers, que ce soit Ant-Man, Thor, Captain America, Iron Man, etc., j'ai adoré, parce que c'est typiquement moi le genre de truc que j'adore faire, voilà, aller à des conventions, à des Comic-Con, à des paris manga, ou à des événements en rapport avec la
pop culture avec le cinéma geek, ça j'ai vraiment adhéré. Donc voilà, donc j'ai adhéré tout quand on creuse aussi donc cette partie de sa culture là, parce que c'est très inédit ce genre de thématique dans le MCU. Et puis voilà, après Captain Marvel, on introduit donc une deuxième héroïne qui est cette fois-ci introduite et développée en bonne et due forme. Ça aurait été bien qu'on fasse la même chose avec American Chavez, mais non, hélas. Donc voilà, et un petit commentaire vite fait sur une scène qui m'a bien fait marrer, enfin plutôt sur une référence qui m'a bien fait marrer. Donc c'est en rapport, vous savez, avec la polémique She-Hulk, puisqu'à un moment du coup dans la série, Kamala donc fait face à un refus de ses parents donc de l'emmener à la Avengerscom, vous savez, donc avec son ami Bruno. Puis finalement, peu de temps après, voilà, donc l'un des membres de la famille leur a parlé et du coup ses parents reviennent sur sa décision à une condition que Kamala donc s'habille en She-Hulk. Donc à un moment donné, donc la mère elle dit Grand Hulk en disant donc l'un des membres de la famille qui s'est déguisé en Grand Hulk et tout, et elle dit Grand Hulk, She-Hulk, et là je me suis dit aïe aïe aïe, la référence qui tue. Enfin, dans l'épisode en tout cas c'est anodin vu que l'épisode et la saison ont été tournés il y a bien longtemps avant que le trailer ne paraisse et que du coup la polémique surgit sur les réseaux sociaux et fasse fureur. Mais du coup dans ma tête je me suis dit aïe, la référence qui fait mal et qu'il fallait certainement pas prononcer dans l'épisode, parce que du coup même les Kamala elle se dit mais je vais pas porter ça, c'est trop lent, et du coup ça vexe ses parents. Enfin du coup je me suis dit ouais, la référence je sais pas si elle va bien passer, enfin si même les gens vont y faire attention, mais je me suis dit que voilà, en connaissant la récente polémique, parce que c'était il y a 1 ou 2 semaines la polémique du coup, enfin sur She-Hulk, et le fait que le truc est assez laid et qu'il s'attire tous les mauvais regards, etc. Donc voilà, donc je voulais juste faire un petit commentaire sur cette référence que j'ai trouvé très amusante étant donné la récente polémique qui concerne justement She-Hulk et l'apparition du coup de la réintroduction du coup de Bruce Banner, parce que du coup un peu plus tard dans l'épisode, du coup quand ils vont sans la permission de ses parents à la Avengerscom, son ami Bruno du coup s'est déguisé en Bruce Banner. Donc bon, du coup les références à Hulk, à She-Hulk, je suis pas sûr qu'ils y passent bien. Soit ils passeront inaperçus et du coup la série s'en tirera bien, soit du coup les fans saisiront point trop du doigt la petite référence. Bon, la mini-série n'y peut rien, voilà, les scénaristes ils ont pas prévu que le thriller comme ça il ferait aussi mal à régir, mais pour le coup la référence sur le coup elle m'a bien fait marrer. Mais sinon oui, je valide ce premier épisode de Miss Marvel. Voilà, je me suis laissé prendre dans l'intrigue à l'héroïne, voilà, à ce côté geek, fanboy, etc. parce que moi j'étais aussi comme ça à son âge, voilà, à 14-15 ans. Iman Vellani la joue très bien, voilà. J'aimerais aussi qu'on creuse un petit peu plus la culture musulmane, et voilà, donc si toute la série est sur ce ton là, moi ça me plaira. Au début, voilà, dès que l'épisode commence, j'ai pensé qu'on serait un peu sur le ton de Spider-Man Homecoming, vu que voilà, on est sur une ado, fanboy, etc., un peu comme Peter Parker l'est au début d'Homecoming, mais non, en fait ça va. Vraiment, après le ton va sur une autre direction et on s'attarde un peu plus sur la culture musulmane, sur sa vie au lycée, sur sa vie de fanboy, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une série plus pour le public ado, mais globalement tout le monde devrait s'y retrouver. Voilà, donc premier épisode, je valide. Quant à un second film, Joker, je vous le dis tout de suite, la nouvelle ne m'enfonce pas du tout. Voilà, j'étais un des premiers quand le film est sorti en salle en 2009 à dire non, il ne faut surtout pas de suite. Et qu'est-ce que je vois ce matin en ouvrant Twitter, en me réveillant? Joker 2 officiel, Folie à 2, Joaquin Phoenix, lit le scénario. Et là je me dis, oh non, ils ont fait l'erreur à ne pas faire. Ils ont fait l'erreur à ne pas faire. Mais bon, c'est comme ça, voilà, en prenant de recul sur la situation, je me suis rendu compte qu'en fait c'était inévitable, parce que même quand le film était sorti, qui franchissait plein de caps au box office, qui passait le milliard, que Joaquin Phoenix avait des Golden Globes, son Oscar, pareil pour la compositrice du film, et les deux sont mérités. Le film mérite son succès, parce que le film est bien, voilà, vous le savez, j'aime beaucoup le film Joker, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, voilà, les influences de Todd Phillips par rapport à Martin Scorsese, etc., sur son film, comment il les applique à l'origine story de Arthur Fleck et comment il le fait devenir le Joker. Moi j'aime bien, c'est un film que j'aime bien, et en tant que film indépendant du DCU, indépendant du coup donc de toute autre timeline, sur celle de Justice League et du Batman de Matt Reeves, moi j'aime bien. Voilà, Joker c'est un film qui a pris beaucoup de risques, qui a pris le risque et qui a eu l'audace de présenter le plus célèbre antagoniste de l'univers DC sans faire usage du Batman, sans en faire usage à l'écran, mais en le montrant à la fin, en raccordant les wagons, en raccordant du coup l'univers du Joker, donc d'un Joker indépendant aux autres timelines, avec celle de Batman. Voilà, puisque avec cette image du coup de Batman, circonspect, perplexe, perdu, triste face au cadavre de ses parents. Donc en nous remettant ce schéma de la mort des parents de Bruce Wayne à l'écran. Voilà, on nous remettait ce schéma, mais voilà quoi, c'était juste pour accorder les deux univers et dire voilà, Batman existera
dans un futur proche dans cet univers-là, mais ce sera tout. Et c'est pour ça en partie qu'il n'aurait jamais dû y avoir de suite à Joker. Et c'est triste de constater qu'il y en aura une, parce que maintenant la présence de Batman dans les prochains films avec ce Joker-là semble inévitable. Voilà, parce que Todd Phillips ne pourra pas ignorer ce qu'il a installé à la fin du premier film, à savoir la naissance du Batman à cause du coup de l'avènement d'Arthur Fleck en tant que Joker. Voilà, il ne pourra pas ignorer ça. Donc je sais pas quelles sont les idées pour le personnage d'Arthur Fleck, quelles sont les idées pour l'univers du Gotham qui nous était présenté du coup dans ce Joker là. Je ne sais pas dans quelle direction Todd Phillips et Joaquin Phoenix vont aller, même si Joaquin Phoenix disait lui-même quand il est sorti qu'ils avaient des idées pour poursuivre l'arc narratif de son personnage. Donc je sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire. Mais moi déjà je trouve le projet extrêmement risqué. Voilà, parce que l'audace pour moi du premier film Joker, c'était de faire un film du DCU d'auteur indépendant des autres timelines de super-héros qui nous a été présenté avec le Batman de Ben Affleck notamment, avec celui de Robert Pattinson qui a récemment été introduit. Voilà, je trouvais qu'il y avait eu une prise de risque, une audace, et que c'était réussi. Voilà, de nous raconter l'origin story donc du plus célèbre antagoniste de DC sans faire usage de Batman à l'écran. Voilà, sans nous faire une énième rencontre, une énième confrontation du Batman et du Joker. Et malheureusement ça, je pense que dans le deuxième et troisième film, parce que bon, évidemment, on a beau dire que un Joker 2 n'intéresse personne ou peu de gens, les gens vont quand même aller le voir parce que Warner va user d'arguments en béton. Voilà, ils vont recruter un joli casting, c'est Todd Phillips qui a la réalisation, donc du coup les gens ils vont y aller les yeux fermés, le film va avoir du succès et logiquement Warner va se dire allez tiens on fait un troisième film, etc. Voilà, moi Hollywood je connais leur système, Warner je connais, voilà, dès qu'un film cartonne, dès qu'un film a toutes les conditions requises, une suite est lancée. Alors du coup même le titre demande à l'interprétation. Folie 2, est-ce qu'ils vont nous introduire une autre Harley Quinn autre que celle qu'ils avaient construite avec Margot Robbie dans les Suicide Squad, machin bidule, et Birds of Prey aussi? Non, je sais pas. Voilà, j'avoue que j'ai extrêmement peur de ce projet parce que pour moi, il n'a pas d'utilité. Voilà, le premier film, aussi sombre, aussi torturé et aussi bon qu'il est, n'a pas besoin d'une suite. Voilà, la fin, elle est parfaite, je trouve. Elle est sombre, c'est un film indépendant qui se convenait à lui-même. Et là, j'apprends qu'une suite aura lieu, bah non, je suis pas satisfait du tout. Et limite, j'ai envie de porter un coup de gueule. Enfin, limite, c'est un avis, c'est un commentaire coup de gueule sur cette news qui vient de tomber, parce que voilà, voilà, pour moi, du coup, cette suite sera à moins peut-être que, je sais pas, espérons qu'au moins cette suite sera aussi bonne que le premier film. Voilà, on peut au moins espérer ça, parce que égaler ce film-là, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, voilà, pour moi, une suite, c'était une très mauvaise idée. J'étais contre dès que le premier film est parti. Moi, mes amis, mon entourage, enfin bref, toutes celles et ceux dans mon entourage qui ont vu et qui ont aimé Joker, ont dit non, une suite, ça ne sert à rien. Voilà. Mais enfin, je suis très perplexe, et tu pourras me ramener Todd Phillips à la réalisation, tu pourras me ramener les mêmes scénaristes, enfin, tu pourras me ramener la même équipe derrière et devant, je te dirais quand même non, quoi. Le premier film se suffisait lui-même, et Warner, et bah vraiment c'est une erreur de les avoir engagés là-dedans et d'avoir empilé pour une suite. Voilà, parce qu'on était très bien avec ce film-là. Voilà, pour moi, Joker, c'est presque un sans faute. Et maintenant, voilà, est-ce qu'ils vont ils vont nous remettre encore le Joker de Joaquin Phoenix. Bon, je l'aime bien ce Joker-là, mais des Jokers, on en a vu assez. Et on va nous remettre un Joker et possiblement Batman, parce qu'encore une fois, Todd Phillips avait réussi à faire un premier film sans lui, mais en connaissant la fin du premier film, l'utilisation d'un Batman jeune semble assez impossible. Voilà, je comprendrais moyennement comment il peut faire un deuxième film avec le Joker sans Batman, en sachant que le Batman est dans cet univers-là. Bon, après, peut-être que le scénario va être brillant, va être assez ingénieux pour faire abstraction de Batman une nouvelle fois. Voilà, mais en tout cas, si on revoit un Batman, ça voudrait dire encore une nouvelle utilisation de Batman, et ça vraiment, ça c'est quelque chose je suis vraiment très contre. Voilà, donc voilà, je perds un peu mes mots, vraiment, je suis un petit peu en colère. Cette partie de la vidéo va être un petit peu coup de gueule, mais voilà, pour moi, je voulais vraiment manifester mon mécontentement à l'annonce de cette suite. Voilà, je terminerai cette vidéo donc sur la news qui concerne Neve Campbell, voilà, donc qui est paru hier à propos du fait que l'interprète de la cultissime héroïne de la saga Scream depuis
le premier film de Wes Craven ne remplira pas pour le 6e film, puisque pour rappel, un 6e opus, donc rattaché au 5e opus, donc sorti en début d'année et au reste de la saga, a déjà été annoncé, confirmé. Voilà, le casting est déjà en marche, le scénario est déjà écrit et le tournage est en train de commencer. Donc en fait, à part Courtney Cox, donc qui a déjà confirmé son retour, du coup ce sera la seule donc du trio emblématique, donc qui sera de retour dans ce 6e volet, puisque du coup Jay Riley, il est mort dans le 5e, et du coup Neve Campbell ne sera pas là. Donc du coup, moi ce qui me questionne quand même sur la légitimité du coup de ce 6e opus, voilà, puisque pour moi en fait Scream sans Sidney Prescott, c'est même plus Scream, en fait c'est même plus la peine de faire un Scream 6, voilà, déjà que on a perdu le géniteur même de la saga, voilà, et que beaucoup trouvent que Scream sans Wes Craven derrière la caméra, ça n'a plus d'âme, ça n'a plus de sens, même si le curseur du côté méta était vraiment renforcé dans le 5e opus et qu'on retrouvait vraiment l'ADN de la saga Scream dans ce 5e opus. D'ailleurs Scream qui ne s'appelait pas Scream 5, qui s'appelait juste Scream, voilà, avec tout un tas de références à la pop culture et au cinéma de genre. Pour moi en fait, voilà, si il n'y a pas Sidney Prescott, en fait c'est, voilà, pour moi ça ne vaut plus rien, et je présage déjà en fait un flop pour le 6e Scream. Alors déjà que le 5e n'avait pas rencontré un grand succès, voilà, parce que bon, sûrement dû du coup à l'absence du regretté Wes Craven derrière la caméra, voilà, d'ailleurs même les metteurs en scène et le casting avaient déclaré du coup que vraiment ce 5e Scream était vraiment en hommage à Wes Craven, mais du coup déjà bon, je sais pas si l'idée d'un 6e opus était bonne, mais en tout cas, voilà, sans Sidney Prescott, sans Neve Campbell, pour moi ça n'a plus vraiment de sens, voilà. Bon, Courtney Cox, je sais pas du coup quelle va être l'évolution de son personnage. Je pense que elle va vouloir se venger de Ghostface pour de la mort du coup de Dewey. Voilà, je théorise comme ça, c'est habitué sur le vif, mais bon voilà. Donc en tout cas voilà, moi je voulais vous dire du coup que je n'irai pas voir ce Scream 6, voilà, parce que du coup ça ne m'intéresse pas, voilà. Déjà qu'on a perdu le géniteur de la saga, alors avec l'actrice principale, pour moi ça n'a plus vraiment de rapport, voilà. Bon, Scream c'est avec Sidney ou sans, c'est avec Sidney ou rien du tout, voilà. Je voulais juste faire ce petit commentaire là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces news, de toutes ces critiques, à réagir dessus, voilà, que ce soit Joker 2, l'épisode 4 de Obi-Wan, l'épisode 1 de Miss Marvel, le fait que Neve Campbell n'en reviendra plus dans Scream 6, voilà, n'hésitez pas à réagir à toutes ces news et critiques en commentaire, et puis nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.